comment est-ce qu'on peut vraiment jouer un rôle, marquant qui ne se fait pas effacer par les plateformes étrangères, mais qui continue à avoir une voix forte et à pouvoir faire rayonner cette culture-là, à pouvoir être un vecteur de fierté de nos expressions, notre langue et de notre culture. J'espère qu'on va pouvoir continuer malgré les différents développements futurs, des joueurs, internationaux, de continuer à percer et à être, différenciateurs. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la troisième et dernière partie de l'interview de Mélissa Hébert, directrice des plateformes digitales et de la croissance de l'offre numérique au sein de Télé-Québec. Bonne écoute! Encore une petite question sur l'IA, c'est quoi les principaux impacts là sur les sessions de test et puis même sur votre propre réflexion que vous identifiez sur les mois et les années à venir? Parce qu'on sait que le secteur des médias est quand même pas en première ligne, mais fait quand même partie des secteurs qui sont assez fortement impactés par cette révolution technologique-là. Et quand on a vraiment les mains dans le cambouis, comme vous, c'est quoi les principaux impacts que vous identifiez là, on va dire à court terme et puis plutôt à moyen terme? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est vraiment sur les métiers. Il y a vraiment une transformation de certains rôles qu'on voit arriver. On peut l'appréhender, c'est encore un peu flou dans l'optique où chacun présentement joue son rôle. Ce qu'on a vu dans le projet pilote, c'est que maintenant un généraliste peut venir se spécialiser avec les différents outils de l'IA. Donc, il y a clairement quelque chose d'intéressant à suivre dans les prochaines années entre la spécialisation et la généralisation. Est-ce qu'un généraliste va pouvoir maintenant faire plusieurs, travails qu'un spécialiste faisait avant? Et on voit aussi que ça libère tellement de tâches non créatives, qui étaient pas nécessairement à valeur ajoutée, tout ce qui est administratif, tu sais, rédaction, demande de subvention. Donc ça libère beaucoup de temps justement pour la créativité. Donc ça va être vraiment intéressant de voir, tous les métiers de la créativité se redéfinir. L'autre grand impact, c'est vraiment sur tout ce qui est créatif. Ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle uniformise les contenus, uniformise aussi, l'ADN de certaines, histoires, de certains contenus. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir encore des contenus qui sont créatifs, qui sont uniques, mais qui ont encore ce regard, cette imperfection-là, cet ancrage culturel, cet humour-là qu'on disait. On le voit aussi, dans le milieu du travail, là, le work slump fait que tout est un peu, pareil, tout est un peu fade au final. Donc, je le vois comme un enjeu, mais surtout comme une opportunité, en fait, que le travail créatif humain va continuer à briller. Parce que si on est tous pareils, ben, il va y avoir aucun fun, aucun point à regarder ces contenus-là. Et au impact, c'est vraiment tout ce qui est droit d'auteur, reconnaissance du travail humain, rémunération, la transparence des outils utilisés, donc un peu tout ce qui est cadre et éthique, là. Juste dans notre projet pilote, on a créé une voix entièrement générée par l'intelligence artificielle. Ça reste que notre prochaine étape va être de voir si on utilise une voix humaine qu'on prend dans l'intelligence artificielle et qu'on utilise dans plusieurs, contextes. Quelle est la valeur de cette voix-là, monétaire? Donc un enregistrement n'a plus la même valeur qu'avant parce qu'un seul enregistrement va pouvoir être utilisé à plusieurs fins. Donc ça amène plein de questions et si on veut préserver notre écosystème, notre pérennité culturelle puis notre souveraineté culturelle, il faut payer les artistes à la valeur de l'utilisation future aussi, mais il y a pas encore de standard. Donc ça va être très intéressant de surveiller tout ça, puis de s'assurer justement qu'il y a un cadre, qui permet la pérennité de notre culture. Est-ce que d'ailleurs sur cet espoir d'un cadre, on voit, hein, le sujet il agite, les médias à travers le monde et notamment les médias francophones, hein, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre côté, de l'Atlantique. Est-ce que là vous avez des liens, des relations, un travail conjoint aussi qui est fait avec, d'autres médias, francophones publics ou même d'autres médias publics ou même d'autres médias, anglophones sur ces sujets-là pour essayer de travailler à une structuration?
On échange beaucoup là avec, une organisation qui s'appelle les médias francophones publics. Donc, on est en contact justement avec des médias des 2 côtés de l'océan pour partager nos meilleures pratiques, nos, ambitions, nos questionnements. Je pense que plus on va faire de projets pilotes justement concrets, de voir c'est quoi l'impact, on va être capable d'avoir une vision beaucoup plus claire. Tant que ça reste au stade théorique, on parle de quelque chose de flou ici. Mais quand on va commencer à faire des projets pour vrai, d'utiliser des voix, dire: «Beh, parfait, combien maintenant on se paie, on se mesure», tout en travaillant avec les différents syndicats des métiers. Je pense que c'est là que ça va aller, beaucoup plus vite, en termes de réflexion et de projet. Donc peut-être, 2026, une année de bascule. On a vu 2025, on a finalement professionnalisé les outils. 2024, peut-être, découverte un petit peu de l'IA, acculturation des équipes. 2025, on a vu une montée en charge assez énorme des outils. On pense à Nano Banana, on pense à Sora 2, on pense à Veo et cetera. Et peut-être 2026, des projets plus concrets vont aboutir, qui vont peut-être amener aussi à des jurisprudences ou en tout cas à des structurations, c'est peut-être ça? Assurément. OK. Je reviens sur le mot tout à l'heure, vous avez employé effectivement le mot de slop. Alors, on va le redéfinir rapidement, hein. C'est ces contenus qui sont générés via de l'IA, qui sont des contenus de piètre qualité, en tout cas de piètre intérêt et qui pullulent et qui, on va dire, contaminent un petit peu les algorithmes. Et d'ailleurs, à ce titre-là, est-ce qu'on voit que ces contenus slop finalement, en fait, ils sont très affinité avec les algorithmes parce qu'ils sont extrêmement bien diffusés et cetera, ça marche bien. Et donc, dans ce cas, c'est une petite question sur les algorithmes. Est-ce que les règles du jeu algorithmique, finalement, ces plateformes, ils sont malgré tout, on arrive quand même à les rendre compatibles avec les missions d'un média public francophone? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on arrive un petit peu à jouer le jeu, à jouer le jeu, à à se jouer un peu de ces algorithmes pour être visible? Parce que malgré tout, vous êtes quand même présent sur ces plateformes-là, donc il faut quand même aussi, pas jouer le jeu, mais être visible, quoi. Exactement, puis c'est justement l'équilibre qu'on vise à tous les jours, de notre vie professionnelle parce qu'il faut accepter que ces plateformes-là, ben, on en a besoin pour, être vues, être découverts, pour exister, comme on le disait là, quand c'est le réflexe, numéro un de nos jeunes, c'est d'aller sur YouTube, donc si on n'y est pas, on n'existe pas. Donc sachant ça, il faut comprendre les codes, il faut comprendre les formats, il faut comprendre la logique de ces algorithmes-là. Mais il faut aussi rester stratégique là-dedans, comme notre éthique qu'on a sur notre plateforme, elle ne disparaît pas quand on arrive, sur YouTube non plus. Donc ça reste que notre, stratégie pour nous, c'est d'avoir le plus de données possible. Donc, on se base beaucoup sur quels sont les mots les plus recherchés, quelles sont les thématiques les plus recherchées. Donc on fait beaucoup d'analyse, de recherche, de consommation sur ces plateformes-là, où est-ce qu'on est avec les outils que nous avons, autant en termes de SEO aussi. Qu'on fait beaucoup de recherches, quantitatives et qualitatives pour voir, qu'est-ce que les jeunes veulent. Puis il y a quand même des corrélations aussi. Les algorithmes veulent quand même maximiser l'engagement, des jeunes, donc de voir, qu'est-ce qui les garde le plus, à l'écoute. Donc sans tomber dans cette logique-là, nous, on veut quand même se retrouver sur leur chemin. Donc un jeune qui va, par exemple, taper jeux vidéo parce qu'il est intéressé par un jeu vidéo, comment est-ce que, par exemple, nous, on peut avoir un contenu qui traite des jeux vidéo, mais de façon éthique, centrée sur leur développement, puis qui ne génère justement pas cette dopamine, directement. Donc, c'est de jouer le même jeu que d'autres, mais avec un contenu qui est beaucoup plus éthique et approprié, via un média public. La frontière est assez fine. Est-ce qu'il y a jamais eu la tentation, je vais pas on va pas aller dans des questions confessionnelles non plus, mais est-ce qu'il y a jamais eu une forme de tentation de céder à quelques, on va mécaniques qui sont propres à ces plateformes où on sait que ça assure une forme de succès et de visibilité? Il n'y a pas eu cette tentation un jour ou est-ce que, finalement vous êtes en capacité de refuser soit des projets, soit des manières de faire en se disant: «Bah, de toute façon, ça ne nous correspond pas, donc de toute manière, même s'il y a un potentiel de visibilité là, nous, on n'y va pas parce que c'est pas nous». Exactement, c'est vraiment Ah le ouais? le 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 coût, le coût d'être, éthique aussi, c'est d'éviter tout ce qui est clickbait, tout ce qui est polarisant. Tu sais, on le voit, plus on s'informe, justement, plus on est proche de cette donnée-là, on voit aussi qu'est-ce qui fonctionne. Donc plus un sujet est polarisant, plus, l'algorithme l'embarque. Donc on fait le choix conscient de ne pas aller là pour faire de la surenchère, émotionnelle, des petites anxiogènes, par exemple. Donc on va jamais là. Même chose pour les mécaniques, addictives, que certains contenus utilisent aussi. On en voit beaucoup, sur, YouTube. Tout ce qui est, le marchandisage de la donnée ou certains partenariats
qui sont de la publicité aux enfants au final, mais qui font certaines, entourloupettes, on n'ira jamais là non plus, ou même des tendances. C'est sûr que notre objectif chez Télé-Québec, c'est d'être dans le quotidien, par exemple, de nos jeunes, de nos publics, donc de suivre les tendances. Mais parfois, il y a des tendances qui sont en inadéquation, pardon, avec, ce que Télé-Québec est, ses valeurs, son ADN. Donc, on fait le choix conscient de ne pas y aller. On se pose souvent des questions aussi sur nos collaborateurs, sur nos influenceurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que Télé-Québec? Donc, ça vient toujours avec une, une rationalisation de chacune de nos actions pour s'assurer qu'on reste toujours dans le même cadre. Puis on ne peut pas se permettre d'y déroger parce que c'est notre valeur ajoutée, c'est notre différenciation, c'est notre positionnement. Donc, on va y rester pour la vie. C'est tout à votre honneur, d'une certaine manière. Pareil, une petite question par rapport effectivement des sujets, on voit que la société, alors je vais dire, société, là on parle de 2 pays différents avec des cultures différentes, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui émergent fortement. Là, vous avez employé le terme de polarisation, je rejoins tout à fait. On voit aussi peut-être d'une certaine fois, on n'a pas forcément parlé, mais aussi la remise en cause peut-être de la parole scientifique aussi, de on va dire de cette parole technique et scientifique. Comment est-ce que ces sujets-là aussi, ils peuvent être, ils sont aussi pris un peu à bras-le-corps par Télé-Québec et notamment aussi dans cette vision un petit peu de distribution numérique digitale? Parce qu'on sait que voilà des sujets qui vont être moins polarisants, moins diffusés, qui vont davantage mettre en avant la parole scientifique, peut-être un petit peu moins diffusée et pourtant, je pense que ça fait partie clairement de votre ADN. Donc comment est-ce qu'on se positionne et on arrive une fois de plus à serpenter, dans tout ça? On a une offre documentaire qui est très, très forte, justement. Donc, on a plusieurs sujets qui font parler la société, qui mènent à des débats constructifs. Je pense qu'avec le contenu à la base qu'on a, on arrive à respecter notre ligne éditoriale tout en amenant des débats vraiment très intéressants. Après, c'est la façon qu'on le joue, justement. On n'y va pas dans la façon qu'on promouvoit ces documentaires-là, qu'on les met de l'avant. On n'y va pas dans la polarisation extrême. On y va vraiment dans qui on est. Donc, notre stratégie est encore une fois d'être très proche de notre donnée. Donc, au niveau de chacun des sujets des documentaires, qu'est-ce qui est le plus recherché pour que quelqu'un qui ne cherche pas justement ce documentaire-là tombe dessus par hasard, donc ce qu'on appelle la serendipity, en anglais. Donc, plus on a donné, plus on a le volume de recherche, plus on a ça sur quoi les utilisateurs sont intéressés. On les met autour de tout ça, que ce soit dans la description, sans changer du tout quel est l'ADN de ce documentaire-là. Donc, on on ne se change jamais, on reste qui on est, mais on vient ajouter un grand lot de données, mais surtout on suit notre ligne éditoriale autant en termes de science que de sujets, en tout temps. Puis pour l'instant, ça nous va quand même bien. Donc, on ne voit pas nécessairement une sous-performance, nécessairement à ce niveau-là. Donc, on peut, s'assumer tel qu'on est encore en 2026. C'est Eh une ben, bonne nouvelle. c'est très bien si on peut être, cohérent et vertueux et que ça marche, ouais, c'est super. On approche doucement de la fin de cet enregistrement. Juste, petite question sur pareil 2026 un petit peu les projets à venir. On va dire que dans la distribution, dans l'univers, numérique et digital, de Télé-Québec, comment est-ce qu'il y a des projets qui sont un peu dans les cartons? Il y a des évolutions à venir? C'est quoi un petit peu les principaux chantiers de ces prochains mois, voire années? On en a plusieurs, oui. Le 1er, c'est vraiment de consolider notre écosystème numérique avec toute la proposition de valeur jeunesse qu'on vient qu'on a discuté, au préalable. C'est vraiment notre projet fort au niveau du numérique, mais également vraiment se construire cette relation personnalisée qui est centrée sur la donnée. Ça vient avec plusieurs outils technologiques, donc de voir si on est capable de mutualiser aussi avec, d'autres médias. C'est des structures qui sont très coûteuses, qui sont très, denses, donc de voir comment est-ce qu'on peut augmenter nos partenariats technologiques, également. Tout ce qui est au niveau, du marketing, de la découvrabilité, de continuer à être en mode, test A/B, de pouvoir vraiment, s'optimiser, en continu et bien entendu des projets pilotes sur l'intelligence artificielle. Donc on va continuer à faire des projets pilotes pour l'apprentissage aussi, mais de le faire en plus petit déploiement nous permet d'avoir une plus grande, vélocité, heureusement. Parfait et bon, j'avais une question assez traditionnelle. Je dis, si on se projette à 5-10 ans, quel rôle idéal on voit pour Télé-Québec? Mais j'ai cru comprendre avec notre échange que, Télé-Québec a une ligne et un ADN depuis le début et s'y tient et entend le maintenir. Donc j'imagine que si on se revoit dans 5-10 ans, Télé-Québec sera à peu près avec le même ADN et la même promesse?
Ah. Tout à fait, d'avoir peut-être, une promesse qui est la même, mais qui résonne, encore plus fort. C'est très important. J'en ai beaucoup parlé de cette pérennité, culturelle, de cette souveraineté-là. Comment est-ce qu'on peut vraiment jouer un rôle, marquant qui ne se fait pas effacer par les plateformes étrangères, mais qui continue à avoir une voix forte et à pouvoir faire rayonner cette culture-là, à pouvoir être un vecteur de fierté de nos expressions, notre langue, de notre culture. J'espère qu'on va pouvoir continuer malgré les différents développements futurs, des joueurs, internationaux, de continuer à percer et à être, différenciateurs. Et d'ailleurs, si on se pose une dernière question, qu'est-ce qui semble le plus menacé, aujourd'hui? Est-ce que si on est entre l'attention, la confiance ou la diversité culturelle, on coche plutôt quoi? On coche plutôt les 3 ou On coche les 3. on coche les 3? Non, on coche les 3, mais je pense que c'est définitivement le fait d'être, vu, donc justement avec la loi 9 qui était qui est le projet de loi de la découvrabilité des contenus, francophones québécois. On a quelque chose de très intéressant avec, un ministère qui s'intéresse beaucoup et qui nous tire vers le haut, donc on est très chanceux à ce niveau-là. Mais il va falloir continuer dans cet, esprit-là, de continuer d'être vu, de continuer d'exister pour éventuellement pouvoir, avoir des contenus qui sont aussi forts que la machine Netflix, par exemple. Ça marche. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Est-ce qu'il y a un petit sujet qu'on n'a pas, forcément évoqué pendant cet échange et vous vous dites: «Tiens, celui-ci, j'aurais bien aimé qu'on puisse, en toucher 2 mots»? Non, je pense qu'on a fait un très beau tour de roue. C'était un échange fort agréable. Merci beaucoup, Julien. Eh ben, Vraiment, chaque vendredi matin s'il le faut. ah bah, écoutez, non, mais en tout cas, merci d'avoir, démarré si tôt parce que de votre côté de l'Atlantique, il était tôt et c'est très gentil de vous être rendu disponible. En tout cas, l'échange était hyper intéressant et j'imagine que tous ceux qui nous écouteront ça leur permettra aussi de découvrir, plus, concrètement, Télé-Québec et puis surtout la belle promesse parce que en tout cas, vu de France, je pense que c'est un projet qui mériterait d'être, davantage, vu, connu Ça me fait plaisir. et reconnu parce que je pense qu'en France, on aurait besoin aussi d'avoir des médias qui s'emparent, aussi bien de ces thématiques-là. Donc, merci beaucoup Merci, et Julien. puis, on continuera de regarder tout ça avec attention. À très bientôt. Génial et bonne fin de journée, au plaisir. Bye bye. C'est la fin de la troisième et dernière partie de cette interview de Deep Media avec Mélissa Hébert. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles interviews avec celles et ceux qui façonnent l'avenir des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les étoiles et commentaires adéquats. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.